Quel est le mystère de l'évolution de notre espèce? Comment en sommes-nous arrivés là? Pour essayer de comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous allons devenir. Je vais vous raconter l'histoire de l'être humain comme on ne vous l'a encore jamais raconté. Au XXIe siècle, le corps humain est devenu une mécanique extraordinaire, façonnée par plusieurs millions d'années d'évolution. La bipédie et un cerveau très développé nous ont permis de régner sur la planète. Il a fallu une révolution scientifique pour comprendre qui et ce que nous sommes. Découvrir les indices dissimulés dans notre ADN, expliquer comment nous en sommes arrivés là, et déchiffrer notre code génétique pour savoir ce que nous réserve l'avenir. C'est une véritable épopée qui nous raconte l'histoire de notre évolution. Je m'appelle Bernard Werber, je vis sur la planète Terre et je suis de l'espèce humaine. Mon activité principale consiste à utiliser mon imagination pour raconter des histoires. J'écris des histoires depuis que je suis jeune. L'avenir de l'espèce humaine est quelque chose qui m'obsède et qui me passionne. L'histoire de l'homme commence en Afrique. Aujourd'hui, les vastes prairies d'Afrique du Sud abritent les populations khoisanes. Ces chasseurs sont des athlètes exceptionnels. Et pourtant, nous partageons les mêmes gènes. Le corps humain est une machine admirable, paramétrée au millimètre près depuis plusieurs millions d'années, dont l'évolution exploite le moindre avantage génétique. Les gènes que nous portons en nous remontent à nos ancêtres les plus archaïques, aux premiers humains qui se sont différenciés de nos cousins primates. Nous avons cette adaptation incroyable à la bipédie qui est apparemment fondamentale. Elle semble s'être produite relativement tôt dans l'évolution humaine, il y a sûrement plus de 4 millions d'années. La bipédie est une caractéristique propre à la lignée humaine. Et si les scientifiques parviennent à comprendre son évolution, ils auront percé le secret des origines de l'homme. La locomotion bipède a engendré une série de changements évolutifs basés sur notre patrimoine génétique unique. Mais comment nous a-t-elle permis de conquérir la planète? Cette charmante personne qui est à côté de moi est une femelle bonobo. Elle a 27 ans et s'appelle Tibi. Elle est représentante de l'espèce la plus évoluée parmi les primates. C'est une différence de 1% de mutation,
1% de mutation qui change tout et qui fait que Tibi n'est pas exactement comme moi. Tibi, maintenant, est devenu un charmant partenaire de vie, mais n'est pas un humain. Maintenant reste la question, pourquoi les plus évolués des primates ne sont pas devenus des êtres humains et pourquoi nous, les êtres humains, nous avons poursuivi notre évolution pour devenir sans poils, pour devenir lisses, pour devenir roses. Pourquoi nous sommes devenus ainsi au lieu de rester comme Tibi. À l'université de Kyoto, au Japon, le professeur Eiichi Hirasaki étudie les différences entre nos cousins les plus proches et nous. Il cherche à déterminer quel impact a eu la bipédie sur le corps des premiers hominidés. Il observe ce qui se produit lorsqu'un macaque se redresse. Je voulais savoir comment les êtres humains avaient modifié leur façon de bouger pour marcher debout. Pour mener cette étude, il me fallait un animal qui se déplace généralement à 4 pattes, mais qui soit capable de se mettre debout. J'ai donc décidé d'utiliser un macaque. Le macaque étant habituellement quadrupède, ses efforts pour se tenir debout permettent aux chercheurs d'entreapercevoir les mouvements de nos ancêtres, les premiers singes bipèdes. Le professeur Hirasaki utilise un tapis à capteur de pression pour surveiller 9 points de contact entre les pattes du singe et le sol. L'expérience souligne les différences de pression entre la marche à 4 pattes et la bipédie. Elle montre aussi que les hominidés archaïques avaient besoin d'autre chose pour marcher debout. Le rôle initial des muscles des hanches s'est transformé en un stabilisateur du torse. Les chimpanzés et les autres singes n'en ont pas besoin, parce qu'ils se déplacent à 4 pattes. Mais pour pouvoir marcher debout, les hommes doivent nécessairement avoir des muscles qui stabilisent le haut du corps. Ces changements évolutifs ont donné lieu à un autre formidable bond en avant. Tout au long de son existence, notre planète n'a pas cessé de fluctuer. Dans un environnement souvent versatile, les différentes espèces ont été obligées d'évoluer. Une fois capables de marcher, nos ancêtres se sont adaptés aux mutations de leur milieu. Il y a environ 2 800 000 ans, le climat africain est devenu beaucoup plus froid et sec. Les savanes se sont étendues. La plupart des animaux se nourrissant de végétaux, les herbivores, ont évolué à cette période. Et donc, la sélection a favorisé la course il y a 2 millions d'années pour faire de nous des chasseurs. Daniel Lieberman enseigne la biologie de l'évolution à Harvard. Il étudie ce qui a dû changer pour permettre à nos ancêtres de courir. Si vous observez le grand glutéal d'un chimpanzé, vous verrez qu'il est assez petit, alors que chez l'homme, il est grand. C'est le plus grand muscle du corps. Il y a quelques années, une expérience a montré que quand on court, le tronc bascule en avant. C'est le grand glutéal qui le tire en arrière et vous empêche ainsi de tomber. Le matériel fossile vient appuyer ses conclusions en montrant comment nos ancêtres se sont adaptés à la course. Voici le squelette partiel d'un Homo erectus qui a vécu il y a 1,5 million d'années. Ce qui est intriguant, c'est que la plupart de ces caractéristiques nous indiquent qu'il courait. Son bassin, par exemple, présente une zone très développée pour l'insertion du grand glutéal. L'anatomie de l'oreille interne montre que sa tête était parfaitement adaptée au mouvement d'oscillation. Elle ne bougeait pas quand il courait. Ses articulations étaient très grandes par rapport à la taille du corps, bien plus que ne le nécessite la marche.
Ces transformations du squelette humain ont pris plusieurs milliers d'années. Elles ont abouti au corps remarquable de l'homme moderne, capable de courir sur de longues distances nécessaires à la chasse. On marche des kilomètres pour repérer la piste d'un animal. Après ça, on se met à courir derrière lui. Et quand il commence à fatiguer, on l'abat avec une flèche en os et on le capture. La marche bipède et la course nous permettent de parcourir très efficacement de grandes distances. La proie se fatigue, s'échauffe, ralentit et finit par tomber d'épuisement. Il faut avoir l'endurance d'un marathonien pour courir longtemps en pleine chaleur. Mais c'est pourtant ce que font les chasseurs-cueilleurs modernes d'Afrique. Et ce que faisaient aussi nos ancêtres il y a 1,5 million d'années. Être bipède est un gros avantage. Ça laisse les bras libres pour porter des objets et des enfants. La fabrication d'outils est une caractéristique essentielle de l'être humain qui a peut-être entraîné la croissance du cerveau. Bien sûr, la domestication du feu était très utile pour cuisiner, mais c'était aussi un facteur de convivialité. Tous ces changements extraordinaires se sont produits grâce à des différences imperceptibles dans nos gènes. Mais ce n'est qu'à l'aube du XXIe siècle que nous avons réellement compris la génétique de l'évolution. La notion d'évolution émerge au XIXe siècle lorsque Charles Darwin constate que les espèces s'adaptent et se transforment. Pour l'expliquer, il élabore la théorie de la sélection naturelle ou de la survie du plus fort. Darwin observe que tous les membres d'une espèce ne vivent pas assez longtemps pour engendrer une descendance. Cette différence se réduit à d'infimes variations qui avantagent certains individus et augmentent leurs chances de survivre et de se reproduire. Si on prend les espèces domestiquées qui font l'objet d'un élevage, on voit que les éleveurs cherchent à obtenir ce genre d'amélioration. Ils les encouragent. La sélection naturelle a fait la même chose avec nos ancêtres. Elle encourage les éléments qui permettent aux hommes de mieux survivre. La théorie scientifique de Darwin est basée sur une vie d'exploration et d'observation. Mais il ne comprend pas le mécanisme qui sous-tend ces changements. Contrairement à la plupart des théoriciens de son temps, il refuse d'y voir l'œuvre de Dieu. Au commencement, la lumière fut. Et Dieu créa l'être humain. Tous les êtres humains pensèrent qu'ils vivaient au milieu de la providence et de l'ordre que Dieu organisa. Mais le plan de montage des êtres vivants est en train de se dévoiler au monde. L'être humain est en train de déchiffrer ses propres gènes. Se pourrait-il qu'en comprenant le langage des gènes, l'homme comprenne le langage de Dieu ? Dans la nature, tous les êtres vivants ont une structure cachée. Notre ADN a une forme de spirale.
Dans cette double spirale se trouve le secret de la vie. Que diriez-vous d'aller faire un tour dans le profond mystère de l'ADN? Un siècle après les travaux fondateurs de Darwin, une nouvelle révolution ébranle le monde scientifique. La découverte de l'ADN. Une fois la structure et la transmission de l'ADN connues, on a pu étudier directement le mécanisme de l'évolution. La molécule d'ADN contient notre code génétique. Sa structure en double hélice est le support de toute l'information qui permet aux êtres vivants de grandir et de se développer. À l'intérieur de notre ADN, de courtes séquences déterminent les caractères spécifiques comme la taille, la force musculaire, la couleur des cheveux ou la fertilité. Ce sont nos gènes, et leurs variations forment la base de l'évolution. La sélection s'exerce sur les individus. Certains auront plus d'enfants que d'autres et leur ADN sera transmis aux générations suivantes. Ce que la sélection naturelle favorise, ce sont les traits qui augmentent vos chances de transmettre vos gènes à la génération suivante. Tibi est presque comme moi. Elle a très peu de gènes différents de moi. Pourtant, ces gènes font qu'elle a plus de fourrure, qu'elle a une allure différente et qu'elle n'a pas développé son cortex au-delà d'une certaine limite. Maintenant reste la question, pourquoi la mutation s'est-elle produite pour que les êtres humains apparaissent sur Terre? Dans le matériel génétique de nos ancêtres, la sélection naturelle a favorisé tout ce qui pouvait les aider à survivre. Et le processus de reproduction sexuée assure un brassage permanent de nos gènes avec plusieurs milliards de combinaisons possibles. Tous les êtres humains se ressemblent plus ou moins. Il n'est donc pas facile de distinguer les différences entre les individus. Cependant, si nous observons les gènes de près, il est possible de repérer d'infimes différences parmi les milliards de codes qui composent l'ADN. Quand un enfant est conçu, il reçoit la moitié de son ADN de sa mère et l'autre moitié de son père. Mais il existe un autre processus essentiel de modification de l'information génétique. Au moment où la cellule se divise, d'infimes variations se produisent. On parle de mutation. Tous les êtres vivants sont des mutants. Chaque fois qu'un nouvel individu est conçu, il y a entre 35 et 50, parfois même plus de 100 mutations au niveau du génome. Chacun de nous porte ces nouveautés en lui. La plupart du temps, ça ne se voit pas. Mais quand elle est perceptible, la différence peut être très profonde. Les scientifiques ont établi de nombreux liens entre mutation génétique et évolution. Après la découverte de l'ADN, la génomique fait un nouveau bond en avant au début du XXIe siècle. En 2003, les chercheurs du projet Génome humain achèvent le premier séquençage complet de notre code génétique. Les plans du corps humain. Nos génomes s'adaptent depuis 6 millions d'années pour faire de nous les êtres humains que nous sommes aujourd'hui. Le fait de pouvoir comparer le patrimoine génétique de plusieurs individus a bouleversé notre compréhension de l'évolution. La cartographie du génome humain nous permet d'identifier les différences de matériel génétique à travers le monde. Si vous résumez l'histoire de la planète dans une seule journée de 24 heures, les Homo sapiens apparaissent à peine quelques minutes avant minuit. En l'espace de 10 000 années, la population s'est donc multipliée de 1400 fois. Existe-t-il une espèce plus diversifiée en forme que l'être humain? D'où vient cette merveilleuse diversité?
Les différences qu'on observe d'une région du globe à l'autre proviennent principalement des mutations génétiques qui se sont produites depuis 40 000 ans. Plus important encore, pour comprendre notre évolution, nous pouvons désormais comparer les génomes modernes à ceux du passé. En plus d'observer la variabilité des populations actuelles, on peut désormais étudier le passé en extrayant l'ADN des fossiles et en le testant directement. Ça nous a donné accès à une vaste source d'informations sur notre santé et notre ascendance. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus nuancée de notre évolution. Qu'il soit actuel ou archaïque, le génome humain porte la trace des déplacements migratoires de nos ancêtres. Cette instantanée génétique nous montre comment les changements climatiques ont obligé les premiers hominidés à s'adapter et à évoluer. Les scientifiques comparent notre génome à celui de nos plus proches cousins primates pour en isoler les différences. Les éléments d'ADN qui ont le plus changé depuis la séparation entre la lignée humaine et les chimpanzés sont ceux qui ont façonné le genre humain. Ainsi, les gènes qui influencent la couleur de la peau diffèrent singulièrement chez l'homme et chez le bonobo. À l'Université d'État de Pennsylvanie, Nina Jablonski étudie l'évolution de notre peau. Si l'on veut comprendre l'ensemble du corps humain, il faut comprendre l'évolution de son plus grand organe, la peau. Ce qui distingue la peau de l'homme de celle des autres primates, c'est qu'elle est presque entièrement nue et qu'elle transpire énormément. Les nombreuses mutations dans la région du génome associée à la peau ont elles aussi contribué à faire de nous des chasseurs exceptionnels. Nous sommes capables de courir assez vite pour forcer d'autres animaux à galoper sur de longues distances. Lorsque nous courons ainsi en endurance, la sueur nous aide à dissiper la chaleur. Le corps tout entier exsude de l'eau qui nous rafraîchit en s'évaporant, si bien qu'on peut courir très longtemps en pleine chaleur. Un mécanisme unique parmi les mammifères. Un quadrupède qui galope n'évacue pas la chaleur en transpirant. Il l'évacue en haletant. Il respire de façon saccadée. Mais quand il galope, les mouvements de son estomac contre son diaphragme l'empêchent de halter. Si on le poursuit longtemps, sa température corporelle augmente et il finit par mourir. La perte de notre pelage et l'apparition de la transpiration marquent un nouveau tournant dans l'évolution humaine, la coloration de la peau. Il a fallu compenser l'absence de poils, si bien que les premiers Homo sapiens avaient la peau très pigmentée. Ces pigments de mélanine sombre offrent une meilleure protection contre les rayonnements solaires intenses, en particulier les rayonnements ultraviolets. Une exposition accrue au soleil et aux rayonnements ultraviolets endommage l'ADN de la peau. Et si elles ne sont pas réparées, certaines de ces lésions peuvent provoquer un cancer de la peau. Aujourd'hui, dans les régions les plus chaudes du monde, l'incapacité du corps à synthétiser la mélanine qui rend la peau plus foncée peut s'avérer mortelle. Certaines mutations génétiques sont à l'origine d'une maladie rare qui le prouve. Si les deux parents transmettent une mutation dans une région spécifique du génome humain, l'enfant sera atteint d'albinisme oculocutané. C'est un trouble génétique. Les enfants naissent dépourvus de mélanine dans les différentes couches de la peau. Or, la mélanine nous protège des dégâts causés par les rayonnements ultraviolets. Il faudra surveiller cette lésion.
Les lésions causées par les UV sur l'ADN des cellules peuvent rapidement évoluer et donner un cancer de la peau. Écrans solaires et vêtements sont même parfois insuffisants pour protéger ces enfants. Si nos ancêtres n'avaient pas adopté une peau plus foncée, la chaleur brûlante du soleil africain aurait fini par menacer leur survie. Mais ces hominidés archaïques ne sont pas restés en Afrique. Les changements climatiques ont forcé certains d'entre eux à partir vers le nord. La pigmentation de leur peau a alors joué en leur défaveur. Hors des zones de fort ensoleillement, la pigmentation foncée n'est pas un avantage. Elle bloque trop les rayonnements ultraviolets. Or, on a besoin d'en absorber un peu par la peau pour fabriquer de la vitamine D. La production de vitamine D est essentielle pour rester en bonne santé et se reproduire normalement. Ces populations ont donc été soumises à une sélection naturelle très forte. Aujourd'hui, il nous est possible de rencontrer des êtres humains de toute couleur de peau, peu importe la latitude ou le niveau d'ensoleillement ou l'endroit où l'on se trouve. Ferons-nous partie d'une nouvelle espèce humaine? Nous allons remonter dans le temps, direction il y a 40 000 ans. Après avoir migré vers de plus hautes latitudes, les premiers hommes modernes ont progressivement vu leur peau s'éclaircir. À son arrivée en Europe, il y a 40 000 ans, Homo sapiens découvre un autre groupe humain, Néandertal. Les Néandertaliens vivent dans des grottes dispersées à travers le nord de l'Europe depuis 200 000 ans. Bien adaptés au froid, ils n'ont pas supporté les brusques changements climatiques. Ils ont disparu il y a 35 000 ans. Les archéologues ont longtemps pensé que l'espèce s'était entièrement éteinte. Mais la cartographie du génome humain leur a prouvé le contraire. À l'Institut Max Planck, en Allemagne, le docteur Svante Pääbo analyse des ossements néandertaliens pour en extraire l'ADN. On est un peu comme des archéologues. Mais au lieu de faire des fouilles dans une grotte, on les fait dans le génome. On a découvert que tous les gens qui vivent aujourd'hui hors d'Afrique ont une petite partie d'ADN héritée de Néandertal. Il y a 1 ou 2% de leur ADN qui vient de Néandertal. Et c'est clairement le résultat d'une hybridation. On a donc des bébés qui sont le fruit d'une union entre un néandertalien et un humain moderne. Aujourd'hui, ce métissage affecte différentes populations à travers le monde. Les généticiens s'efforcent maintenant d'en isoler les caractères distinctifs. Au Tibet, les gens se sont adaptés à la vie en haute altitude, où l'oxygène est plus rare. On sait maintenant quelle variation de quel gène est en grande partie responsable de cette adaptation. Et cette variation provient de cousins asiatiques de Néandertal. Mais malgré les nombreux traits avantageux que contenait son ADN, Néandertal n'a pas pu résister aux grandes capacités cognitives des premiers hommes modernes. Les êtres humains modernes ont des comportements spécifiques, même si on ne sait pas encore exactement lesquels. Ces capacités spécifiques ont permis à Homo sapiens de conquérir la planète. La
La génétique nous aide à comprendre comment c'est arrivé. Le gène est actuellement l'unité minimum de mesure du corps humain. Grâce au gène, on est arrivé à résoudre beaucoup de problèmes et à comprendre le mystère de notre corps. Quel genre de mutations sont encore à venir? Dans quelle direction ces nouvelles mutations dirigeront-elles l'évolution? Pour savoir comment de nouvelles mutations pourraient affecter notre avenir, il faut se tourner vers le passé. C'est une variation apparue dans la région du génome contenant le gène AMI1 qui a initié un des plus grands bouleversements culturels de toute l'histoire humaine. AMI1 contrôle l'amylase salivaire, une enzyme qui nous permet de commencer à digérer l'amidon dans la bouche. Ce qui est assez inhabituel chez l'être humain, c'est qu'il a de multiples copies du gène de l'amylase salivaire. Ça lui permet de mieux digérer l'amidon. C'est une caractéristique qui s'est développée il y a 1 million d'années avec la domestication du feu. Suite à un changement critique dans notre régime alimentaire, il est devenu avantageux d'avoir plusieurs copies du gène de l'amylase salivaire. Au moment où nous avons commencé à cuisiner des aliments riches en amidon, en particulier des tubercules, ça les a rendus beaucoup plus digestes. Car notre cerveau consomme énormément d'énergie sous forme de glucides. Au fil de notre évolution, notre cerveau s'est développé. Il est devenu au moins 3 fois plus gros, et ça a entraîné une hausse très marquée de nos besoins en glucides. Il existait différentes façons d'y répondre, mais cuisiner des tubercules riches en amidon était certainement une bonne solution pour satisfaire les besoins élevés en glucides de notre gros cerveau. Il y a 20 000 ans, nos ancêtres sont encore des chasseurs-cueilleurs. Ils n'exploitent que des ressources sauvages. Mais l'expansion de notre capacité à digérer l'amidon permet d'accroître notre consommation de plantes cultivées pour l'alimentation. C'est le début de l'agriculture. Les cultivateurs de riz chinois ont été parmi les premiers à exploiter une nourriture riche en amidon. C'est dans la province méridionale du Yunnan qu'est née la culture du riz. Aujourd'hui encore, elle occupe une place centrale dans la vie locale. Dans le calendrier des Hani, la nouvelle année commence en octobre et le réveillon coïncide avec la fête du riz. Chez les Hani, le nouvel an tombe à l'époque des récoltes. Dans chaque foyer, on prépare des plats et ensuite, tout le monde se rassemble pour fêter la nouvelle année ensemble. Parfois, il y a des invités qui viennent de très très loin. Un immense banquet se tient dans la rue principale pour marquer l'apogée des célébrations de la nouvelle année. Plus de 800 tables sont alignées sur une distance d'1,5 km. Dans toute l'Asie, l'alimentation à base de riz est un facteur de bonne santé depuis des siècles. L'essor de l'agriculture est directement lié à la croissance de la population humaine. Avec l'agriculture, il y a plus de nourriture disponible sur un seul hectare de terre que dans toute la forêt. Elle a donc donné lieu à une véritable explosion démographique.
L'agriculture est la raison pour laquelle nous sommes 7 milliards sur Terre aujourd'hui. De nombreuses mutations génétiques affectent notre capacité à digérer la nourriture. Le gène AMI1 n'est pas le seul à avoir changé le cours de l'histoire humaine. Il existe aussi un gène qui nous permet de digérer le lait. Tous les mammifères boivent du lait durant une longue période après leur naissance, mais lorsque la mère arrête d'allaiter, ils ne boivent plus de lait. Il n'y a que l'homme qui continue de boire du lait toute sa vie, et ce phénomène est rendu possible grâce à une mutation du système digestif. Au début du XIIIe siècle, en Chine, la dynastie Jin possède l'armée la plus puissante du monde. Dans la Mongolie voisine, les troupes de Gengis Khan sont nettement moins fournies. Avec un rapport de force de 10 contre 1, les Chinois n'ont aucune raison de craindre une invasion mongole. Le pays de Gengis Khan ne comptait sans doute pas plus d'1 million d'habitants et environ 100 000 soldats. Alors qu'à la même époque, la Chine avait au moins 1 million de soldats. Sauf que l'armée mongole compense son infériorité numérique par une arme secrète cachée dans son ADN. En Mongolie, la plupart des gens ont une tolérance au lactose élevée. Ils peuvent boire beaucoup de lait, un aliment particulièrement nutritif. Une fois adultes, la plupart des êtres humains ne digèrent plus le lait. Mais grâce à une variation du gène LCT, les Mongols continuent à bien digérer le lactose toute leur vie. Les biologistes de l'évolution, comme Mark Thomas, étudient notre passé génétique pour mieux comprendre cette mutation. Ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une sélection naturelle très forte. Ça a procuré à nos ancêtres, du moins à ceux qui avaient ce phénotype, un gros avantage, un très gros avantage. C'est une des signatures les plus fortes de la sélection naturelle dans les différents caractères génétiques de notre génome. Courante chez les Mongols, cette mutation du gène LCT est alors beaucoup plus rare chez les Chinois. Sous la dynastie Jin, on mangeait principalement des glucides. Et le problème des glucides à court terme, c'est que l'énergie s'épuise très rapidement. Ça vous donne un coup de fouet qui ne dure pas. Les guerriers de Gengis Khan, eux, se nourrissent de lait et de fromage de jument. Un régime riche en calcium qui leur sculpte un corps sec et nerveux, bâti sur une ossature solide. Et ce n'est pas tout. La capacité de ces hommes à digérer le lait a influencé toute la stratégie militaire du Grand Khan. Les armées chinoises devaient souvent prévoir autant de chevaux pour le transport de la nourriture que pour celui des hommes. Il n'était pas rare de voir des soldats partir au combat à pied parce que les chevaux étaient attelés à des chariots et transportaient de grandes quantités de nourriture. Chez les Mongols, c'était très différent. Chaque homme avait plusieurs chevaux qui servaient à la fois à le transporter et à le nourrir. Les Mongols traient leurs juments et boivent régulièrement le lait ainsi recueilli. C'était un grand avantage. Il n'y avait peut-être que 100 000 soldats mongols, mais chacun d'eux était un guerrier. L'armée du Khan ne se contente pas d'exploiter pleinement les capacités de ses hommes. Elle se déplace aussi très rapidement. Stratégiquement, c'était très important pour les mouvements des forces mongoles. Ils pouvaient attaquer n'importe où dans l'Empire chinois. Les dirigeants Jin ne savaient jamais quelle serait la prochaine cible parce que les Mongols se déplaçaient aussi vite que l'information. Ce régime alimentaire s'est avéré précieux dans le conflit contre les Chinois.
Les Mongols avaient un atout, et ils l'ont exploité de façon stratégique face à des populations sédentaires qui dépendaient de produits agricoles. Le lait devient la nourriture des conquérants. Et la mutation LCT ne tarde pas à se généraliser. D'après la légende, Gengis Khan aurait eu 500 épouses et 3000 enfants. L'Empire mongol est l'une des plus grandes périodes d'essor culturel et d'évolution physique et biologique de toute l'histoire de l'humanité. Mais tout ceci a un prix. Au fur et à mesure qu'ils colonisent l'Europe, les Mongols buveurs de lait sèment la mort et la destruction sur leur passage, parfois à leur insu. Les animaux qui voyagent avec eux sont porteurs d'agents pathogènes virulents. Depuis l'aube de l'agriculture, une grande partie de la population vit dans des villes et des villages densément peuplés, où les maladies se propagent facilement. Si le bétail nous permet d'enrichir notre alimentation en protéines, il est aussi porteur de germes. Partout où des populations sédentaires côtoient des animaux, on voit émerger de nouvelles maladies infectieuses. La domestication des animaux a eu deux conséquences. D'abord, elle a permis la transmission de germes qui ont évolué en maladies épidémiques. Et ensuite, elle a créé une densité de population suffisante pour que ces maladies se propagent. Au début du XIVe siècle, une épidémie mortelle ravage la province chinoise du Yunnan. C'est la peste. On l'appelait aussi peste noire, parce que le corps des malades se couvrait de bubons noirs. La peste profite de l'invasion mongole pour se propager en Eurasie. Dans son roman La peste, le romancier français Albert Camus nous prédit toutes les catastrophes liées aux maladies contagieuses. Quelles peuvent en être les conséquences inattendues? Les maladies qui font le plus de morts le plus vite, ce sont évidemment les maladies contagieuses. 50% des Parisiens sont morts durant la peste qui a sévi au XIVe siècle. La peste noire décime les populations à travers toute l'Europe. Au musée de Londres, le docteur Jelena Beck-Velac, conservateur du département d'ostéologie humaine, étudie les ossements des pestiférés pour mieux comprendre la pire pandémie qu'ait connue le monde. Ça, c'est un squelette d'homme très complet. On essaye de repérer tous les changements liés à la maladie, au stress ou à la malnutrition. On étudie aussi les dents qui sont révélatrices du régime alimentaire. La peste noire atteint l'Angleterre en 1348. À l'époque, on considère que ce sont les oiseaux qui transmettent les maladies mortelles. Les médecins qui soignent les pestiférés arborent souvent un masque à bec d'oiseau pour se protéger. Mais rien ne peut arrêter la propagation de cette nouvelle maladie particulièrement contagieuse. En tout, la peste noire a décimé un tiers de la population européenne. Les travaux de Jelena Beck-Velac contribuent à expliquer pourquoi. Le problème, c'est qu'on n'avait jamais encore été exposé à une bactérie comme celle de la peste noire. Et c'est pour ça qu'elle a eu un impact énorme sur nous. C'est la survie du plus fort. La moindre vulnérabilité ouvre la voie à la contamination et à une mort foudroyante. Les symptômes apparaissent très vite. Vous pouvez mourir dans la journée. C'est une maladie effroyable, mais ceux qui n'en meurent pas en sortent plus forts. À chaque nouvelle maladie, nos défenses immunitaires ont tendance à se renforcer. La résistance s'accroît de génération en génération. En Europe, le bilan humain de la peste noire est considérable.
Pourtant, une autre région du monde est encore plus durement touchée par les épidémies. Lorsqu'ils arrivent en Amérique, les premiers colons européens apportent avec eux des germes mortels. Environ 90% des Indiens d'Amérique ont été tués par des maladies introduites par les Européens et contre lesquelles ils n'étaient absolument pas immunisés. La variole, la rougeole et la tuberculose ont tué beaucoup plus d'Indiens que des batailles comme Little Bighorn. Il faudra attendre encore plusieurs siècles avant que les grands pionniers de la médecine moderne inventent des solutions pour lutter efficacement contre les maladies. Tout au long du XXe siècle, les progrès médicaux ont continué à accroître nos chances de survie. L'ingéniosité humaine ne cesse de rallonger notre espérance de vie. Et la génétique nous permet désormais de comprendre les éléments constitutifs de la vie. Avant, on pouvait dire que Dieu était responsable de tout ce qui lui arrivait. Maintenant, c'est l'homme qui est responsable de tout ce qui va lui arriver. Et c'est en ça qu'il est libre, et c'est en ça qu'il est maintenant dans un nouveau futur extrêmement périlleux et merveilleux. Au cours des derniers millénaires, nous avons commencé par nous mettre debout dans la savane africaine. Puis nous avons colonisé les 4 coins du monde, cultivé notre propre nourriture et construit des villes. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous nous apprêtons à prendre le contrôle de notre évolution.